Donc, c'est. Enfin, d'abord, je vais débuter par remercier nos généreux commanditaires, nécessairement, le Musée de la Civilisation. On fait exception ce soir, on n'est pas chez eux, mais ils sont quand même commanditaires principaux de la série de conférences. Bien sûr, la Ville de Québec et la Faculté d'architecture. Ce soir, c'est un plaisir de recevoir donc, Sébastien Bourbonnais, qui est notre professeur invité pour l'année. Donc, en fait, Sébastien, nécessairement, est un théoricien de l'architecture, parce que vous le savez bien. Il s'intéresse donc aux transformations que l'outil numérique amène sur l'architecture à travers donc, la lecture de philosophes de la technique et particulièrement Simondon, ce qui est écrit comme le Simondonien. J'imagine que vous allez en parler ce soir. Donc, je vais tomber un peu plus dans la paperasse, mais en fait, il a fait sa thèse de doctorat nécessairement sur le sujet. Une thèse qui est soutenue en 2014, qui s'intitulait donc Sensibilité technologique, expérimentation et exploration en architecture numérique de 1987 à 2010. Donc, une thèse de doctorat qui a été faite en co-tutelle entre l'Université Laval et l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais, co-dirigée par Georges Tessot et Dominique Couillard, et bien sûr aussi Philippe Barrière sur le jury de la thèse. Donc, préalablement à ça, Sébastien a fait un master 2 de philosophie à l'Université Paris 8, donc l'Université de Vincennes. Et avant ça, il était un des nôtres, donc avec une maîtrise en sciences de l'architecture et un bac ici à la base, donc de 2000 à 2007. Bon, Sébastien aussi a enseigné à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, de Paris-Malaquais, de Versailles. Il a été coordonnateur du LIAT, donc le laboratoire d'infrastructure d'architecture territoire. Il a travaillé chez Architecture Action aussi, et ici beaucoup. Donc, Sébastien nous dit qu'il y avait un article en presse qui va sortir sous peu. Penser l'architecture numérique avec Simon. Donc, voilà. Donc, si vous voulez accueillir chaleureusement Sébastien Bourbonnais. Merci Samuel. Merci aux organisateurs pour nous permettre de présenter les travaux ce soir. Donc j'ai intitulé la conférence Expérimentation en architecture numérique. Donc il va être question vraiment de la question de l'expérimentation, c'est-à-dire les tentatives les plus poussées, celles qui ont, on va dire, utilisé les technologies numériques de façon à explorer les potentialités afin de transformer l'architecture. Donc il s'agit bien évidemment, on va dire, d'une petite partie de la production. Ça va être des projets relativement exploratoires et exceptionnels quand même, que je vais présenter ce soir, mais qui me semble offrir un regard relativement vif, clair, une sorte de condensé des transformations qu'entraînent les technologies sur l'architecture. Donc on va voir que d'abord, il me semble que les transformations ont d'abord touché principalement les modes de conception et plus récemment les modes de fabrication. Donc l'exposé sera divisé en deux parties. D'abord, je vais présenter la façon de comprendre, voir comment les architectes ont adopté les outils ou les technologies numériques. Donc je vais m'intéresser au milieu de l'architecte. Donc les milieux sont plus les mêmes, le milieu de l'architecture. Les gestes techniques sont plus les mêmes, les pratiques non plus. Donc comment cette transformation, transformation du milieu de l'architecte, a été traduite dans l'architecture elle-même. Ou pour le dire simplement, qu'est-ce que les technologies numériques ont changé sur les édifices construits. Donc on va voir d'abord que la transformation est assez littérale. On arrive à interagir avec les images, donc les bâtiments deviennent interactifs. Donc d'abord c'est un peu, on va dire, c'est assez direct la façon qu'on interprète le numérique pour l'architecture, mais on va voir que de plus en plus ça devient de plus en plus subtil. Donc la deuxième partie, donc ça va être la première partie, la deuxième partie, c'est une fois que les architectes, on peut dire, sont appropriés ces technologies, les maîtrisent, se sont accordés, on peut dire comme on accorde un instrument de musique, ou que devient le prolongement à la fois de l'action et de la perception. Donc comment s'assurer
que la production architecturale issue de ces procédés sera satisfaisante. Comment être sûr de la qualité des bâtiments? Pour reprendre l'analogie du musicien, quelqu'un qui joue très bien de la musique, qui joue très bien un instrument, est-ce que ça nous assure ou non qu'il va jouer de la bonne musique? Il y a un décalage comme ça. Comment faire le repérage, l'articulation entre ces milieux? Et c'est pour ça que j'ai présenté sur l'affiche le projet Métropole Parasol de Jürgen Mayer, où en fait on pourrait dire qu'on a une sorte d'appropriation des technologies qui sont, on va voir, présentes dans le bâtiment, même s'il y a eu plusieurs difficultés techniques, mais on a quand même pu remarquer une expression de technologie numérique. Et comment on peut dire que ce bâtiment peut être reçu par les différents milieux humains, et donc penser cette articulation entre les milieux de la ville, du quartier et les milieux de l'architecture. Comment la rencontre se fait et comment certaines, on va dire, réussites s'opèrent. Donc j'aimerais pour commencer souligner 2 points qui me semblent essentiels pour penser les répercussions des technologies numériques. Donc d'abord, on pourrait dire qu'il existe pas un véritable tournant, un grand tournant, un big shift du numérique homogène, unifié, mais au contraire, le numérique, on peut dire, opère à chaque fois de manière locale et entraîne des différents rythmes de changement, très différents. Donc j'ai une citation qui me semble bien présenter cette idée de Jean-Michel Zalonsky, qui a écrit en 2011 une petite plaquette Le monde du computationnel, qui dit donc les mutations de la révolution informationnelle, en conséquence, ne seraient pas tant une grande et unique rupture, confirmée par ces innombrables illustrations, qu'une pluralité hétérogène de mutations, chacune substantielle, mais chacune locale, et relative à un contexte qui reste directeur et n'est en ce sens pas véritablement révolutionné. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'il n'y a pas une véritable révolution. Comme on parle de la révolution de la Terre, on n'est pas complètement, on n'a pas changé complètement on n'a pas la tête à la place des pieds, on ne marche pas sur la tête. On vit on peut dire, dans le même monde. Mais on constate évidemment qu'à chaque jour, les transformations apparaissent ici et là, dans nos activités, dans les actions. On va dire que le numérique a transformé la photographie d'une certaine façon, a transformé l'architecture d'une certaine façon, l'enseignement, quand tout le monde arrive avec ses portables. Donc, on va dire que à chaque fois, donc le numérique s'est introduit un peu partout, mais à chaque fois de façon différente, et entraînant des changements différents. Donc, ce qui est important, c'est pas d'essayer de tout rassembler sur un grand tournant numérique, qui facilite peut-être des choses, mais en même temps, qui nous permet de comprendre toutes les subtilités de ce qui se passe réellement. Donc, les répercussions vont à chaque fois différentes. Donc ça, c'est le premier point. Donc, deuxième point, c'est de dire qu'en fait le numérique, ou peut-être même plus largement les technologies, n'ont pas un caractère déterministe. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'extérieur, mais extérieur à nous qui vient nous transformer, qui vient nous déterminer une façon de vivre, une façon de marche à suivre. Donc c'est beaucoup plus, on va dire, plus compliqué. Il ne faut pas voir la technique comme un objet extérieur qui vient nous perturber, mais en même temps une sorte de coexistence entre la technique et les individus. C'est ce que je vais chercher à vous montrer. Et un troisième point, mais que je ne développerai pas, mais qui me semble assez intéressant, c'est l'idée du pharmacon, qui est revisitée aujourd'hui par Bernard Stiegler. Donc l'idée de pharmacon qui est à la fois remède et poison. Donc si vous prenez un médicament à une certaine dose, ça règle le problème, et si vous en prenez trop, ça peut vous tuer. Donc on peut dire que c'est une question de dosage, qui
qu'il faut essayer d'arriver à gérer. Donc c'est pour cette raison que, ces trois raisons, qu'il me semble plus juste d'aborder ces questions à partir de la notion de milieu et de pratique, et s'intéresser aux gestes, parce que cette façon de poser le problème, on va dire, permet de comprendre à la fois, donc, ou d'intégrer à la fois les technologies, nouvelles technologies, que ce soit les logiciels, les machines CNC à commande numérique, et à la fois donc, les architectes qui interagissent avec ces machines, qui les programment, et surtout qui intègrent leurs propres préoccupations, leurs motivations, qui sont généralement architecturales, mais qui peuvent être d'autres natures aussi. Donc c'est vraiment cette relation qui me semble importante de mettre, d'étudier pour avoir un meilleur regard sur ce phénomène. Donc, comme disait Samuel, mon travail de recherche est concentré donc, sur l'aspect technique ou technologique, de manière à comprendre qu'est-ce que venait perturber ces potentialités computationnelles pour l'architecte. Donc, les potentialités, on peut dire à la fois réelles et à la fois imaginaires, ou fantasmées. On va voir qu'il y a quand même beaucoup de fantasmes dans qu'est-ce que pourrait faire les technologies, mais en fait, on s'aperçoit que des fois, c'est peut-être un petit peu moins important. Donc, afin d'aborder ces questions, je me suis tourné, comme disait Samuel, vers la philosophie des techniques. Donc, un auteur qui m'a beaucoup aidé pour penser cette relation individu-technique, c'est le philosophe Gilbert Simondon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, qui propose dans les années 60 une réflexion originale sur la technique, qui me semble être pertinente sur plusieurs points encore aujourd'hui, comme on peut dire comme point de départ, pour saisir les enjeux qui nous arrivent aujourd'hui avec les technologies numériques. Mais il faut savoir donc que Simondon a très peu pensé ou réfléchi sur les technologies numériques. Son dernier texte est de 1983 et s'est très peu intéressé à l'architecture. Mais on retrouve quand même à plusieurs endroits donc des analyses du couvent de la Tourette, de Le Corbusier, ou des analyses sur les arcs du temps ou la courbure des voûtes. Il en parle un petit peu, mais ce n'est pas central dans son travail. Donc on pourrait dire qu'il y a une pensée qui commence à dater, mais qui peut servir de base pour penser ce qui se passe aujourd'hui pour nous. Donc ça demande un travail de reconceptualisation, ou en tout cas de réactualiser certains concepts. Mais je dirais que l'intérêt principal pour moi, en tout cas pour Simondon, était que, à l'époque, j'ai commencé mon travail sur le numérique, il y avait une véritable rivalité entre les pro-numériques et les anti-numériques. Je crois que ça existe encore aujourd'hui, mais en fait, c'est une rivalité qui est quand même très, très vieille. Déjà en 1971, donc dans le premier numéro de la revue Technique et Architecture, dédiée à l'informatique, donc il y avait cette question qui était posée, ou en tout cas, deux attitudes étaient soulevées. Donc d'un côté, ceux qui étaient méfiants par rapport à l'ordinateur, donc pour eux, c'était la fin de la création architecturale. Donc il y avait vraiment l'idée de perte de savoir, de dépossession, on se fait déposséder de ce pouvoir créatif. Donc d'un côté, il y avait cette attitude, et de l'autre, il y avait ceux pour qui l'ordinateur allait régler tous les problèmes. Une sorte de produit miracle, comme ça, qui allait régler tous les problèmes. Donc on peut dire que cette rivalité est de longue date. Et en fait, j'ai longtemps pensé que cette rivalité allait disparaître, mais j'ai compris que non. Et parce que c'est ça, ici, mais je pense un peu à Grenoble, à tous les endroits où je peux passer, je posais la question et je me disais que ce n'était pas si évident, il y avait quand même beaucoup de rivalités qui étaient encore existantes. Et en fait, et c'est là que, c'est pour ça que je me considère simondonien, en retournant dans Simondon, j'ai compris pourquoi.
En fait, Simondon dit que l'opposition à la technique n'est pas liée à une haine du nouveau. Ce n'est pas la question de la nouveauté qui fait qu'on s'oppose à la technique. Et c'est ça qu'on voit. Donc le numérique, ça fait quoi? Ça fait, on peut dire, les années 80, même ça commence les années 60, mais bon, ça fait 50 ans, donc c'est plus nouveau, mais en même temps, il y a une sorte d'opposition qui est maintenue. Donc Simondon dit que c'est pas tant une haine du nouveau, mais le refus de la réalité étrangère de la machine. Donc on prend la machine comme quelque chose d'étranger, et c'est normal qu'on peut avoir une certaine opposition à cette réalité. Et en fait, pour Simondon, en fait, c'est une fausse image de la technique, parce que la machine n'est pas étrangère. Et il dit très bien, ce qui réside dans la machine, c'est de la réalité humaine, du geste humain fixé et cristallisé en structure qui fonctionne. Donc c'est vraiment, donc la machine arrive à capter, on peut dire, du geste humain, de l'énergie humaine, et en plus, pas n'importe quelle, celle qui fonctionne. Donc lui parle de la machine, mais je pense qu'on peut très bien traduire ça pour l'architecture également. Quand il y a un projet qui aboutit, en fait, on peut dire c'est que des logiques qui fonctionnent, qui arrivent à terme. Donc toute l'énergie que vous avez passée pour faire votre projet, sont mises de côté, et en fait le bâtiment garde que on peut dire les meilleures solutions. Et donc il faut le considérer de cette façon. Sur le tri que la machine ou le projet fait et qui retient que les meilleures solutions. Donc en fait, on peut dire que de cette façon, Simondon nous permet de se détacher de ce débat pour ou contre. Il va également déplacer l'attention de l'usage vers le fonctionnement. Donc c'est plus, ce qui l'intéresse, c'est pas l'usage qu'on fait d'une machine, mais son fonctionnement, justement parce que c'est dans le fonctionnement de la machine qu'on arrive à saisir cette réalité ou cette énergie humaine qui est cristallisée. C'est pas dans l'usage qu'on en fait, mais dans son fonctionnement interne. Donc mon idée, ça va être de déplacer cette pensée ou ce raisonnement pour essayer de comprendre l'architecture numérique. Donc il faut quand même dire deux mots sur ce qu'on entend par architecture numérique. Parce qu'en fait, on peut se poser la question, est-ce que toute architecture aujourd'hui ne serait pas numérique? Ou en tout cas issue d'une production numérique. Donc on va dire qu'il existe une sorte de sous-entendu à cette question de l'architecture numérique qui sous-entend son caractère expérimental du processus, où l'ordinateur est considéré comme un générateur de force. Et je crois que c'est assez important ces critères parce que en fait ça nous permet de faire la distinction avec toutes les expérimentations qui sont faites à partir des années 60, même jusqu'en les années 80, où on peut dire que l'ordinateur était considéré comme un aide au dessin ou à la conception. Je vous montre que Urban Fan, 4 titres d'exemple, mais c'est vrai que dès les années 60 jusqu'aux années 80, donc, soit on utilisait l'ordinateur comme pour optimiser un geste, pour optimiser le dessin. Donc au lieu de dessiner 150 détails de fenêtres, on a recours à une banque de données et des catalogues qui nous permettent d'effectuer la tâche plus rapidement. Et aussi, donc on voit, donc avec Urban Fan entre autres, donc la formulation de critères de design. Donc ici, si vous connaissez bien, donc on définit certains critères de design, là c'est le niveau urbain, par exemple une pièce doit toujours être ensoleillée sur les deux côtés, on doit être maximum à 50 mètres d'un parc, etc. Donc on définit certains critères et la machine nous aide et nous dit erreur, vous avez fait le parc trop loin, vous devez le déplacer, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une aide à la conception. Donc il s'opère un basculement autour des années 90 où en fait l'ordinateur ne sert plus tellement à régler des problèmes, comme un double, quelqu'un qui vient nous assister
et qui en fait pourrait devenir meilleur que l'architecte et le remplacer. C'est pas ça qui me semble intéressant. C'est plutôt, donc pas régler des problèmes, mais pour en créer des nouveaux. En tout cas, explorer certains champs nouveaux. Donc, pour vous donner l'exemple de cette architecture numérique, ça c'est le projet de Ystera Protera de Teiko et de Mark Coulthorpe. Donc c'est un projet qui m'a toujours fasciné. Parce qu'en fait, j'ai commencé mes études, c'est ça, autour des années 2000, et donc ça c'est 99, et c'est ça que je voyais en tant qu'étudiant, c'est ça l'architecture qu'on devait faire. Bon, pas qu'on devait faire, mais que le devenir de l'architecture se trouvait là-dedans. Donc c'était assez étonnant et déstabilisant. Et j'étais encore plus fasciné le moment que j'ai appris le fonctionnement ou la façon de faire pour arriver à cette forme comme ça, cette sorte d'envolée. En fait, c'est relativement simple. Mark Coulthorpe a pris le chiffre 2, il l'a mappé, comment on dit en français, mappé, collé sur un, pas collé, sur un ovoïde, sur un œuf, et il a fait des transformations, des déplacements, des translations. Donc c'est à partir du chiffre 2 et qu'on va le déplacer. Donc on s'aperçoit que le input, la donnée de départ, a plus ou moins d'importance. C'est vraiment un 2, pas autre chose. Donc l'idée c'était dans cette variation, dans la simulation de mouvement, qu'on était intéressé et qu'on cherchait de transformer l'architecture. Et j'ai trouvé donc un projet encore plus intéressant, je ne sais pas plus intéressant, plus fascinant, encore plus ancien, parce qu'il y a quelques mois, j'ai envoyé un email à un architecte autrichien, Manfred Wolf-Ploteg, et je lui dis, bon, je fais une recherche sur le numérique, donc des années 90 à 2010. Là, il me dit, il dit, moi, j'étais beaucoup plus avant-gardiste que ça. Il dit, dans les années 80, je faisais déjà de l'architecture numérique. Et surtout, il avait une sorte de fierté, et il m'envoie, qu'est-ce qu'il faisait? Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait ça. Donc, et c'est ça qui est assez étonnant, donc c'est l'hybride d'architecture. Et donc ça m'a assez, fasciné, parce qu'en même temps, donc, à l'époque, on peut dire qu'il y avait une sorte de fascination, une sorte d'émerveillement de voir les choses se transformer de la sorte, mais aujourd'hui, avec 35 ans, on peut dire de décalage, on est un peu moins fasciné, on trouve plutôt ça drôle quand même qu'autre chose. Et en fait, qu'est-ce qu'il cherche l'idée de Manfred, c'était pour lui, c'est qu'en fait pour l'ordinateur, il ne fait pas la différence, il dit entre une poire et une pomme. Il peut dessiner n'importe quoi. Pour lui, ça reste des données. Ou une vache ou un bâtiment, ça n'importe peu. Il dit. Et en fait, c'est ça qui va permettre de mettre de côté tous les a priori, de la signification, mais en même temps les a priori architecturaux, et on va pouvoir, on va dire révolutionner, mais en tout cas, changer notre façon de penser l'architecture. Pour lui, il voit vraiment ça comme une force pour nous déstabiliser et pour surtout créer autre chose qu'on n'avait pas pu penser avant. Et on va s'apercevoir que si on enlève la signification, après il faut quand même la redonner pour arriver à quelque chose de concluant. Mais en même temps, donc ce projet permet d'illustrer quand même très bien le déplacement qu'on doit faire pour considérer cette architecture numérique. Donc dans un premier temps, et ça c'est assez connu, donc il ne faut pas analyser un objet fini, mais un processus. Donc ça on peut dire, dans les années 90, c'est vraiment le leitmotiv, c'est vraiment évident, c'est vraiment un lieu commun, mais en même temps, on peut dire que c'est encore plus vieux et peut-être que certains en connaissent des exemples qui datent de plus longtemps. Moi, j'ai retrouvé au musée du Bauhaus à Weimar donc, quelqu'un qui disait exactement la même chose dans les années 1923, qui dit qu'il faut arrêter de penser l'objet, il faut l'intégrer dans un processus. Donc c'est vraiment, on peut dire, une vieille histoire. Donc c'est ici du processus.
Mais une fois, même si on fait ça, si on déplace, donc on pense plus l'objet, on pense le processus, donc à la fois l'Hysteria protera, mais surtout celui-ci, hein, on n'est pas plus avancé, on peut dire. Hein. Pour penser le processus, à part de relever l'absurdité, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc là, on va dire ça. Donc ça ne nous aide pas à la compréhension. En fait, il faut faire, il me semble, un pas de plus. Il ne faut pas se rester bloqué sur ce processus formel. Donc il faut penser le processus, on va dire, dans son ensemble. C'est-à-dire en y intégrant la participation de l'architecte, on peut dire son expérience concrète avec le logiciel. Et donc, essayer de les intégrer les deux. Merci Samuel. Donc intégrer l'expérience technique, donc il va arriver à mettre en tension ce qu'on pourrait appeler les pouvoirs technologiques de l'un côté et les mettre en tension avec les vouloirs architecturaux. Donc on va essayer de combiner ces deux éléments dans la relation où la forme émerge. Donc il ne s'agit plus de penser un objet ou bâtiment construit ou non, hein, ni des 5 processus formels, mais chercher à comprendre ces expériences technologiques. Hein. Et donc un de ces éléments, on va dire, marquants qui est venu transformer cette expérience, c'est la transformation des gestes. Hein. Donc l'architecte ne fait plus les mêmes gestes qu'il faisait auparavant. Et c'est pour ça que le débat qu'il y a eu entre le dessin et le numérique est assez intéressant. Parce que c'est dans les années 2000, l'opposition pro-numérique et anti-numérique. Les anti-numériques, l'argument principal était le dessin. La poésie du dessin et tout ça. Donc on a eu, ça a été vraiment la tendance des années 2000. Mais ce débat est intéressant parce qu'il nous renseigne donc sur la modification du geste, et surtout sur son mode d'apprentissage. On apprend à dessiner pas de la même façon qu'on apprend à concevoir par l'instrument numérique. On pourrait dire que l'apprentissage du geste technique du dessin se fait au travers de l'agencement main, trait, œil. Donc il implique le corps, ça passe au travers de nous. Et j'ai un collègue ami qui a sorti une très belle phrase, il dit: je fais, lui c'est pour le design, mais je pense qu'on peut l'utiliser très bien pour l'architecture aussi, il dit: je fais de mon corps le milieu associé des différents outils. Donc, le crayon, dans le cas du dessin, est intégré à mon corps qui agit comme milieu. Ça on peut dire que c'est pour le dessin, tandis que les processus computationnels, donc ont un tout autre agencement, qui vient, il faut dire, s'ajouter au premier, donc il ne vient pas complètement le remplacer, donc c'est un ajout. Donc il y a l'agencement algorithme trait œil. Et donc pendant le début des années 90, il y a des gens qui sont, on va dire, des artistes qui sont intéressés à ce glissement. Donc par exemple ici, Ilona Lénard, du groupe ONL, donc, qui a fait des croquis numériques. Et justement, en jouant sur cette ambiguïté,
elle dit elle-même, rien ne paraît plus contradictoire que faire des croquis à l'ordinateur. Un croquis est intuitif par définition. Tandis qu'à l'ordinateur, on a rien à faire un mode analytique. Il a dit plus loin, donc ça, il faut l'imaginer, le concepteur accumule son énergie et il la décharge dans une série de mouvements de la souris devenant visible dans l'espace numérique. Donc il faut l'imaginer avec sa souris et après des choses comme ça. Et après, en fond de l'architecture. Donc c'est assez étonnant, mais on voit qu'il y a une sorte de décalage entre un geste qui est en train de se perdre et qu'on essaie de transférer dans la machine ou dans l'outil. Mais il faut préciser peut-être deux choses. Donc en fait, ce n'est pas l'algorithme lui-même qui modifie, on pourrait dire, radicalement la conception architecturale. On pouvait penser déjà avant avec l'algorithme. Mais c'est l'arrivée de programmes comme mémoire et force de calcul, qui est vraiment venu modifier, bouleverser le champ d'action de l'algorithme. Donc ces logiciels ont permis une sorte de modifier le rythme de l'image. Question du rythme. Pour le dire simplement, le rythme induit par le mouvement de la main pour le dessin n'est pas le même que celui généré par algorithme. Donc on pourrait dire, comme deuxième point, la difficulté principale de l'algorithme, on pourrait dire en deçà de telle ou telle programmatique particulière. Donc c'est pas tellement que ça soit un geste extériorisé, qui ne passe plus par le corps, mais qui passe par la machine. Donc c'est pas tellement que le geste soit extériorisé, mais on va dire que celui-ci soit inscrit sur un autre rythme. Donc un rythme qui est cadencé par la machine, par un programme. C'est ça on peut dire c'est ce décalage qu'il faut essayer de comprendre. Ici, on peut dire c'est pour cette raison que les processus numériques, en tout cas les premiers, ont plutôt paru déstabiliser ou désynchroniser la conception architecturale. Donc on pourrait dire que cette appropriation des technologies, ça a été une question de se synchroniser avec des nouveaux rythmes grâce à l'expérience technologique. Et les spécialistes du rythme le disent, la synchronisation oblige la participation. Vous avez besoin de participer pour rentrer en rythme. Donc, pour ceux qui parlent de la musique, pour rentrer en rythme avec la musique, vous devez faire qu'un avec la musique. Donc, les distinctions entre le monde extérieur et le sujet sont, on peut dire en quelque sorte, abolies. Donc, on peut dire que tant qu'on ne fera pas la participation, on n'arrivera pas à se synchroniser avec ce nouveau rythme proposé par la machine ou les machines. Donc ces différentes expériences, donc on pourrait définir différentes sensibilités qui sont élaborées dans l'expérience concrète avec les logiciels et maintenant avec les machines CNC de fabrication. Donc on a bien compris que ces nouvelles machines modifient nos gestes au niveau de la sensation, on fait la même chose, mais on peut dire encore plus, ils perturbent notre perception des choses. C'est-à-dire que notre perception est réalisée au travers des instruments, à travers de ces instruments. Donc on a toujours à faire maintenant une médiation. Donc il me semble possible de repérer trois phases de sensibilité, ou on peut dire trois paliers. Donc, conduite primitive, attitude technologique et mentalité numérique, que je vais vous présenter. Donc qui sont des rapports, on peut dire, à chaque fois différents avec les technologies. Il est important aussi de dire que ce n'est pas des phases qui sont historiques, qui sont, on peut dire, ahistoriques. Donc c'est pas faire une chronologie, une histoire, une série de faits qui se placent dans une chronologie, mais vraiment comprendre les réaménagements qui s'opèrent avec les différentes expérimentations. Pour le dire simplement, un étudiant qui arrive doit, on peut dire, franchir les trois stades pour arriver à cette mentalité
numérique. Donc, on doit faire l'expérience, on doit participer pour acquérir cette sensibilité à l'outil. Sinon, si on ne participe pas, on n'arrive pas là. On voit toujours ces technologies comme une désynchronisation. Donc, les conduites primitives, donc ça on peut dire c'est le premier moment où l'ordinateur devient générateur de forme. Donc ça a donné, on va dire, des tentatives architecturales plus ou moins réussies, comme celle que j'ai présentée au début. Mais on va dire où l'intérêt se trouvait dans la fascination que les architectes avaient pour générer ces différentes formes. Avec les logiciels, et au départ c'était principalement les logiciels d'animation. Donc ce basculement il s'opère, il me semble, avec les techniques de morphing. C'est l'exemple de Chris Yessos pour le Fractal Studio. Le morphing, c'est le passage de manière continue d'une image à une autre, du A au B au D. Donc n'importe quelle image peuvent s'associer et se transformer de manière continue. Donc il est vraiment apparu de manière assez large une fascination pour cette variation continue et fluide. Donc cela a donné un épisode intéressant qui a marqué le début de l'architecture numérique, donc celui du pliage en architecture, en référence au texte de Gilles Deleuze sur le pli, et surtout, donc, on va dire que les architectes ont retenu l'idée d'objectif ou de variation continue. Donc, je ne peux pas empêcher que Deleuze explique à partir de Simondon, dans le passage du moule à la modulation, cette variation continue implique un déplacement. Donc, mouler et moduler de manière définitive, une fois pour toutes, et moduler et mouler de manière continue et perpétuellement variable. Donc les architectes vont chercher à partir de ces années de trouver des moyens pour arriver à moduler constamment, d'avoir cette variation constante et continue. Et donc l'ordinateur est venu comme un outil qui permettait de créer cette variation continue. Donc il faut dire qu'en 1993, l'utilisation d'ordinateurs n'est pas si répandue, ça commence à arriver. Mais on va voir qu'à partir de ce moment, deux tendances, deux rapports à l'outil, à l'ordinateur, qui va se dessiner. Que l'on peut, qui a été appelé, c'est dans l'histoire, qui ont été appelés les tool makers et les tool users. La distinction entre les deux, donc ceux qui maîtrisent les outils, qui sont capables de... Qu'est-ce que j'ai dit? Tool makers, donc ceux qui sont capables de fabriquer les outils, de les programmer, sont capables de les programmer, de les travailler de l'intérieur, et ceux qui sont les tool users, donc sont seulement ceux qui peuvent les utiliser. Donc, pour le dire simplement, donc la variation pour les tool users, ce serait au niveau de la forme, on déforme un objet simulé, tandis que pour les tool makers, donc, ils seraient capables de transformer au niveau de l'information, par la programmation et d'effectuer des transformations. Donc ça fait vraiment une scission assez importante dans le monde de l'architecture dans les années 90. Mais on peut dire que cette distinction a une grande incidence dans la façon que ceux-ci et ceux-là ont de s'approprier les technologies. Et en fait, pour expliquer, Simondon fait une distinction, mais lui c'est pas pour l'architecture numérique, mais qui me semble assez pertinente, entre un mode mineur et un mode majeur avec les techniques, qui distingue également comme rapport enfant-adulte, artisan-ingénieur ou intuitif-analytique. Il prend l'exemple, enfin je ne me rappelle pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre, mais bon, l'exemple est pertinent. Il prend l'exemple du conte pour un enfant. Il dit un enfant, on lui raconte
compte, et en fait, il ne comprend pas tout dans le détail, tous les mots, toutes les expressions, mais il y a une idée globale de ce qui se passe. Donc, ça pourrait dire, il y a ce côté, on pourrait dire, instinctif, qu'on retrouve également chez l'artisan, qui a un rapport intuitif avec ce qu'il fait, une connaissance, on pourrait dire, plus opératoire qu'intellectuelle. Donc, l'artisan possède un tour de main presque par instinct, qui est peut-être difficile d'en parler, mais il peut le faire très bien. Donc ça, ce sera un premier, on va dire, le rapport mineur, donc les tools user. Et de l'autre côté, il y aurait le côté analytique. Donc là, au contraire, on a un rapport adulte, analytique, donc connaissance rationnelle, théorique, avec surtout la possibilité de partager le savoir. On le voit très bien ces jours-ci. Depuis quelques temps, donc on peut échanger des bouts de script, on peut échanger des plugins. Donc c'est des savoirs qu'on peut partager, distribuer et échanger entre nous. On a vraiment deux attitudes différentes qui s'opèrent. Et en même temps, avec on va dire, le désir commun d'arriver à ces tracés continus et fluides, modifiables, qui permettraient surtout de générer des configurations imprévues, avec l'idée de transformer, proposer un nouveau devenir pour l'architecture. Donc, pour plusieurs, l'ordinateur leur permettrait de se différencier des architectes précédents et surtout de s'intéresser à des notions qui avaient été un peu mises de côté dans l'histoire de l'architecture. Cette question de la variation, des choses comme ça. Donc vous avez bien, vous imaginez assez bien que ces tracés continus et fluides derrière l'écran posent plusieurs problèmes au moment où on veut les construire et les réaliser. Donc il y a même des gens, des architectes qui ont pendant un moment abandonné l'idée de construire, avec l'épisode du cyberespace, où finalement on n'allait que concevoir le cyberespace, on allait s'y loger, pendant une courte période en tout cas. Tandis que d'autres ont essayé de construire malgré tout, avec des résultats plus ou moins satisfaisants. Donc j'aime bien l'expression forgée par Georges et Samuel de plomberie des composants, qui est employé pour le Saltwater Pavilion du groupe Knox en 1997. Donc on simule une forme très courbe derrière l'ordinateur, et après donc les constructeurs doivent tant bien que mal recomposer les éléments du puzzle avec les pièces qui ont été coupées et qui doivent les assembler, et finalement ça ne fonctionne pas trop, il faut bricoler, comme la plomberie, déplacer les éléments pour que ça fonctionne. Donc ce constat, on va dire de manière négative, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Donc il va avoir le constat d'intégrer ces paramètres de construction, de réalisation, dans la conception, dès la conception. Et en fait, ce constat, on peut dire, apparaît clairement avec l'exposition Architecture non standard tenue à Paris en 2003-2004. Donc, qui me semble vraiment un moment charnière où que le rapport avec les technologies va changer. Donc ça, c'est quelques projets qui sont présentés. On s'imagine assez bien que ce n'est pas tout à fait évident à construire. Et même, d'ailleurs, Greg Lynn, présent à l'exposition, va dire l'exposition Architecture non standard annonce la fin de la première étape et le début de la seconde. Donc la première étape était ce moment initiatique, où on pouvait générer des formes avec des processus de hasard, d'accidents et de catastrophes, et on était très enthousiaste par tout ce que l'ordinateur, en tout cas dans ce qu'on pensait que l'ordinateur pouvait faire. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, on s'aperçoit qu'en fait, pour arriver à construire ce qu'on veut faire, il faut une meilleure maîtrise des processus. Et Greg Lynn va même dire, on ne peut plus travailler en misant sur quelques heureux hasards, il faut pouvoir la fois suivante le répéter intentionnellement.
Donc c'est assez étonnant donc, de cet aveu, parce qu'il dit, on peut dire à demi-mot, ben, en fait, la façon que je fonctionnais, c'était par hasard, hein, ça l'arrivait par hasard ou par magie. Donc, mais maintenant, c'est terminé, on va faire attention à ce qu'on fait. Et en fait, c'est que pendant l'exposition, pendant toutes ces explorations formelles plus ou moins maîtrisées, est présentée par le groupe Objectif, donc constitué de Bernard Cache et Patrick Bosset, l'idée d'architecture associative. Qu'est-ce que l'architecture associative? Donc, l'associativité est la constitution au moyen d'un logiciel du projet architectural dans une longue chaîne de relations, depuis les premières hypothèses de conception jusqu'au pilotage des machines qui préfabriquent les composants destinés à s'assembler sur un chantier. Donc, c'est de constituer une longue chaîne de relations qui arrive à intégrer à la fois les hypothèses de conception et ici donc la préfabrication en usine. En fait, cette idée leur vient de créer cette longue chaîne de relations, apparaît donc avec le pavillon sans père, fait en 1999, donc réalisé par machine CNC. Et en fait, il y a une prise de conscience qui s'opère par Bernard Cache et Patrick Bosset, parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a un problème qui pourrait arriver. Ils vont dire, si les hypothèses du projet eussent-elles changé, le recalcul et la régénération de l'ensemble des éléments auraient probablement demandé bien plus d'une semaine. Bien plus d'une semaine. Hein, et je pense que pour ceux qui font des fois des modèles informatiques, hein, vous arrivez proche de la critique et on vous dit bah, ben, il faudrait que ce soit un peu plus loin, un peu plus haut. Un peu... Et en fait, juste la petite modification entraîne de redessiner l'ensemble des parties et ça prend énormément de temps. Des fois, on n'a pas le temps. Donc, en fait, Objectif va chercher un moyen, justement, pour empêcher, ou en tout cas de pouvoir modifier le modèle jusqu'au moment de l'impression, ou ici du découpage. Jusqu'à la dernière minute, on peut faire des modifications, et surtout, ça ne nous embêtera pas, et ça ne demandera pas du calcul en plus. Donc, le problème est plus ou moins résolu, disons, avec le pavillon de l'Orne en 2001. Donc l'astuce technique d'Objectif a été de modéliser donc, chacun des éléments, non pas selon leur matérialité, hein, donc d'objets rigides, donc ici c'est des attaches et des jointures. Hein, donc, ce qui est important, c'est pas de modéliser ces éléments, même s'ils sont représentés, mais selon leur relation les uns avec les autres. Donc il faut imaginer que les traits, hein, chacun des éléments. Et donc, vous ne déplacez pas chacun des éléments, mais vous déplacez la relation et on va dire, tous les éléments suivent le déplacement que vous souhaitez opérer. Et automatiquement, c'est transcrit dans un autre sur une surface où que chacun des éléments est placé de manière optimale pour après les découper. Donc on a plus ce problème de gérer la compatibilité et s'assurer que sur tel dessin et sur tel autre tout fonctionne. On peut dire la chaîne de relation permet de créer justement le lien entre les éléments de conception et les éléments de fabrication. Et on pourrait dire ça, le présenter comme la tâche de faire communiquer les machines entre elles. De faire parler donc, le logiciel avec les autres machines. Et on pourrait dire que c'est cette obligation d'organiser les machines entre elles qui a permis à l'architecte de prendre la distance par rapport à cet engouement primitif de voir toutes les possibilités qu'offrait le numérique. Donc, assurer ce continuum conception-fabrication, et ce qui va permettre de passer, on pourrait dire, à la deuxième phase, au deuxième stade de la sensibilité, ce qu'on pourrait qualifier d'attitude technologique, que je reprends, c'est assez également. Donc on peut nommer attitude technologique celle qui fait qu'un homme ne se préoccupe pas seulement de l'usage d'un être technique,
mais de la corrélation des aides techniques les uns par rapport aux autres. Et en fait, Simondon explique ce passage avec l'étranger. Il dit quand vous faites face à seulement un étranger, donc vous avez un rapport direct, vous êtes intégré dans la relation, et donc vous avez en général, vous voyez l'étranger seulement des stéréotypes. Donc vous n'avez pas une image très nette de l'étranger, tandis que si, donc il y a plusieurs étrangers différents, et si eux communiquent entre eux, donc vous êtes plus impliqués dans cette relation, et en fait ça vous permet de comprendre les subtilités de chacun des étrangers, d'avoir une image plus claire et plus subtile de la réalité de cet étranger. Et de vous apercevoir au final qu'ils ne sont pas si étrangers que ça. Et en fait, Simondon prend cette image pour la déplacer vers les techniques. Et c'est en faisant travailler en mettant en relation des aides techniques ensemble que finalement on arrive à avoir une meilleure attitude face à eux. Donc on pourrait dire qu'il se passe la même chose avec, en tout cas de façon relativement proche avec l'architecture numérique, et on pourrait dire que c'est à partir de ce moment-là que le numérique devient des plus étrangers à l'architecture. Mais par conséquent, ça implique qu'il ne s'agit plus tellement d'explorer des territoires nouveaux, donc la fascination s'en va, que d'articuler les différentes machines et logiciels entre eux. On peut dire que c'est la conclusion qui va être tirée de l'architecture non standard. On termine l'exposition en 2004 et c'est ce qu'on se dit. En tout cas, c'est ce que François Roche a dit dans une conférence en 2010. Il dit que l'exposition non standard, il dit comme une évidence, comme tout le monde, tous les architectes présents, on s'est aperçu qu'il fallait sortir la machine de l'architecture. Donc sortir la machine de l'architecture, de l'expression. Donc ça, on peut dire, ça sous-entend deux choses. D'abord que l'architecture était considérée comme une machine, et on peut dire qu'il y a assez, c'est pas étonnant, mais quand on relit les auteurs et architectes du début du XXe siècle, et on voit leur utilisation du concept de machine qui est assez important. Il suffit de penser à Le Corbusier ou Ginsburg ou des gens comme ça. Le concept de machine est employé pour penser l'architecture. Et même jusque très récemment, avec ce qu'on appelle responsive environment, donc l'architecture réactive ou l'environnement réactif, donc on peut dire que l'architecture ou l'environnement est pensé de manière comme une machine. Donc ça, on peut dire que c'est une première interprétation. Et surtout, donc sortir la machine, ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle machine ou une machine en plus, celle de fabrication. Et donc c'est assez étonnant, je ne sais pas si c'est étonnant, mais en tout cas, on peut croire sur parole François Roche, parce qu'à partir de 2004, il se met à dessiner pour chacun de ses projets des machines de fabrication. Donc la majorité, la plupart du temps, c'est des machines fantasmées, ça ne fonctionne pas techniquement, mais en même temps, donc il intègre cet élément à chacun de ses projets. Donc c'est une machine qui va fabriquer un projet et qui surtout va avoir son champ d'action propre. Mais en même temps, quand il a dit ça, je me dis quand même c'est facile de dire ça en 2010 parce que l'histoire l'a montré. À partir de 2005, la place accordée aux nouvelles machines est apparue évidente, surtout avec toutes les différents Fab Labs qui sont studios consacrés à la fabrication, qui sont apparus dans les premiers autour de 2005, donc en Suisse, aux États-Unis et au Canada. Donc évidemment, il y a une nouvelle machine qui occupe l'architecture. Et donc ce qui est étonnant, à l'exception peut-être de l'imprimante 3D et des machines de Roche, c'est que ces machines existent depuis longtemps dans l'industrie. Donc on pourrait même dire depuis le milieu des années 50. Donc c'est une machine très, très standard, mais qui n'intéressait pas les architectes. Pendant 50 ans, il y avait ces machines qui existaient. Donc le bras, donc, il y a cette partie et la prise qui est
la tête qui est ajoutée. On aurait pu, on va dire, on aurait pu le faire avant, mais ça n'intéressait pas les architectes. Et cette question de la prise peut être intéressante sur l'action du geste, un geste technique qui s'ajoute. Donc une hypothèse pour laquelle on peut dire ça n'a pas occupé l'architecture. En fait, c'est Hans Moravec, donc un chercheur en robotique, qui dit que la lente progression des robots ou de la robotique ne réside pas tellement dans les propriétés mécaniques ou électroniques, mais dans les programmes, qui ne sont pas suffisamment performants sur les questions d'orientation et de reconnaissance du milieu. Pour lui, les avancées en robotique étaient surtout bloquées pas par le hardware, pas par ces machines, mais surtout par le software. C'est pour ça que les avancées ces avancées du logiciel qui ont permis justement peut-être d'intégrer ces machines pour les architectes. Mais en même temps, ces machines, ils n'apparaissent pas de manière autonome, on pourrait dire qu'ils sont déjà intégrés dans un ensemble technologique, et surtout avec des architectes, on peut leur attribuer cette attitude technologique. Donc ça l'entraîne, on pourrait dire, une reconfiguration du champ d'action de l'architecte. Je ne présenterai pas dans le détail le projet d'architecture des humeurs de François Roche, mais en fait, pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a affaire à plusieurs machines. Il y a différentes machines. En fait, c'est une exposition où il y avait différentes machines qui étaient installées dans chacune des pièces. Et en fait, il faut imaginer que chacune des flèches qui permet le passage d'une machine à l'autre nécessite une intervention humaine. Donc ça veut dire que l'architecte, l'équipe d'architectes et les informaticiens ont besoin de formaliser l'information qui passe d'une machine à l'autre. Donc on voit que le champ d'action de l'architecte se déplace, ou en tout cas s'étend. Donc Roche, par exemple, s'intéresse à des problèmes qui, on va dire, qui n'occupent pas tellement l'architecture, ou un petit peu moins, mais en même temps délaisse certaines tâches, par exemple dessiner. Roche ne dessine pas lui il y a l'algorithme, c'est pas lui qui dessine, c'est généré par des morphologies mathématiques. Mais il déplace son attention sur comment ça va être fabriqué avec des expériences sur le béton, haute performance, etc. Donc si je résume donc, les deux premières phases, donc la première phase... C'est pas lui qui programme. Ah non. Il a les armes secrètes qui cachent bien. C'est presque tout. Souvent comme ça. Donc si je résume, donc la première phase, c'est vraiment une phase d'exploration, ou une sorte d'enthousiasme relativement important. Donc on voit plusieurs possibilités, plusieurs attentes, et avec des conduites relativement primitives par rapport aux technologies. Donc la deuxième phase, donc la fascination initiale, laisse place à une compréhension, on va dire, plus maîtrisée des processus, que je crois qu'il est possible grâce justement à l'intégration de plusieurs machines dans un ensemble. Donc machines, ça peut être des machines de fabrication, mais ça peut être différents logiciels également. Et on pourrait dire que c'est cette perte d'intensité qui a permis d'ouvrir le numérique, on peut dire, de décloisonner, que finalement le numérique n'est plus le seul objet de la concentration, on ne se concentre pas seulement sur ce point, mais a permis d'intégrer des préoccupations architecturales plus générales, plus larges, de vieilles questions. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on pourra dire on acquiert une mentalité numérique, mais on arrive à avoir, on pourrait dire, un regard plus large et à intégrer d'autres préoccupations. Justement, le numérique n'occupe pas toute la place. Et on peut dire que c'est à partir, grâce à cette mentalité numérique, que va pouvoir apparaître des inventions architecturales, ou qu'on n'aura pas justement cette transposition trop directe.
Donc on pourrait dire que c'est seulement, c'est pour cette raison, cette idée d'accorder des rythmes, de se synchroniser, que ça a pris, on peut dire, autant de temps avant de voir vraiment des inventions apparaître dans l'architecture. Et en même temps, donc, il y a un paradoxe qui apparaît. Je vous dis d'un côté que j'essaie de comprendre l'invention qui serait propre au numérique et visible dans le bâtiment, et de l'autre côté, je dis que finalement le numérique est plus au devant de la scène, ou en tout cas est inséré parmi d'autres préoccupations. Donc, comment arriver à comprendre comment on arrive à saisir cette invention, qu'on pourrait qualifier propre au numérique. Donc, on va dire que c'est de chercher dans les bâtiments, au bout de bâtiments, au bout d'édifices, ceux qui parviennent à conserver donc, dans ses couches, dans son épaisseur, les potentialités de la variation générée par le numérique. Comme si le bâtiment, le bout de bâtiment, gardait en mémoire les moments de conception et de fabrication. Comme si ceux-ci étaient toujours présents, comme actuellement en train de s'accomplir dans une surface elle-même. Donc ça, c'est le projet de Sequential Wall, donc, qui a été réalisé dans le studio avec les étudiants de Color et Gravadio. On pourrait dire intègre les moments de fabrication et de conception et surtout les maintiennent présents, comme s'ils étaient en train de s'actualiser. Donc ici, les lattes de bois ne sont pas en mouvement, elles sont fixes, mais on garde cette idée de mouvement présent. Il laisse percevoir, on peut dire, les différents critères de conception, l'angle maximal, minimal, la continuité de la courbe, etc. Donc, on arrive à comprendre ces éléments de conception. Dans l'idée d'invention, donc il y a cette idée qu'en fait, on ne règle pas seulement des problèmes, mais on règle des problèmes qui n'étaient pas posés au départ. On arrive à avoir une sorte de supplément de cohérence qui nous permet de régler les différents milieux dans lesquels on interagit. Donc les milieux géographiques, politiques et culturels. Donc il est possible de retrouver ce qu'on peut appeler une impression esthétique à partir de Simondon. Donc ça va être la dernière citation de la soirée de Simondon. Donc l'impression esthétique implique sentiment de la perfection complète d'un acte, perfection qui lui donne objectivement un rayonnement et une autorité par laquelle il devient un point remarquable de la réalité vécue, un nœud de la réalité éprouvée. Devenir un point remarquable de la réalité vécue. On peut dire que devenir un point remarquable consiste pour une architecture de s'insérer dans la ville, mais surtout de s'insérer ou acquérir une autorité par rapport à la culture locale et culture architecturale elle-même. Donc il me semble que c'est ce qui est arrivé à faire le métropole Parasol à Séville. Donc il a acquis ce statut de point remarquable, c'est-à-dire qu'il est arrivé à mettre en résonance plusieurs milieux. Donc une réorganisation du milieu géographique, créer des nouvelles polarités dans le tissu social, permettre des orientations ici de rassemblement pour la ville. Donc cette appropriation s'est faite relativement rapidement. Il y a un critique catalan qui l'explique, il dit « Comme par magie, les champignons de Jürgen Mayer sont devenus l'espace public par excellence de la ville. Ils sont devenus un espace au sein duquel le politique existe comme l'expression publique de la pluralité des gens qui l'habitent. » Donc il y a vraiment eu une appropriation du lieu par les habitants. Donc l'autorité, on va dire, acquise en très peu de temps, s'explique parce que en fait c'est sur un point, on va dire, névralgique ou un point clé de la ville, donc anciennement un marché, mais également construit sur des ruines gréco-romaines.
que le métropole Parasol met d'ailleurs en valeur, les différentes strates historiques. Mais on peut dire que s'insérer sur un lieu névralgique n'assure pas la réussite d'un projet. Et on peut même dire le contraire. C'est un lieu qui est très sensible dans la ville, où les réactions des habitants est plus, généralement plus vive, parce que chargée d'affect. Donc on pourrait se demander qu'est-ce qui fait la magie entre ces parasols. Donc il n'est pas inintéressant de se concentrer donc, sur l'objet lui-même. Donc au-delà, on va dire, des premiers niveaux donc, qui accueillent les galeries ou exposant les objets de la fouille, et les commerces, et de la promenade fabuleuse sur le sud qui donne une vue sur la ville, on pourrait dire que le métropole Parasol manifeste une technique presque à l'état pur, sans artifice, comme a pu l'être par exemple la Tour Eiffel ou plus près de nous le dôme de Buckminster Fuller. À ce sujet, Simondon parlait de la Tour Eiffel, il dit si elle n'existait pas, il fallait l'inventer. Et on peut se dire la même chose avec, il me semble, le dôme de Buckminster Fuller. C'est quoi? C'est le pont Victoria. On passe dans le pont Victoria. S'il n'existait pas, il a fallu l'inventer. Et c'est étonnant parce que c'est peut-être personnel, mais on ne se dit pas la même chose, par exemple, avec le stade olympique. S'il n'existait pas, c'était pas tellement grave. Mais le dôme, il y a une sorte d'élément comme ça qui nous manquerait. Donc ici, donc je reviens sur Métropole Parasol, donc c'est pas tellement une structure, on peut dire qu'une structuration en acte, c'est la logique constructive qui se déploie et s'exprime dans la structure. Donc on arrive à comprendre donc, toute la chaîne d'opérations qui s'est constituée, qui était relativement complexe, et après il y a eu plusieurs problèmes de réalisation, mais peu importe. Donc on est arrivé à combiner donc, les techniques de conception derrière l'écran et celles d'assemblage et de composition des matériaux sur le site. Donc on peut dire que le métropole Parasol est arrivé à emmagasiner les processus numériques de conception qui étaient, eux, guidés par les modes de fabrication. Donc c'est des processus qui sont à la fois organisés et organisants. On peut dire qu'on a une sorte de... Dans ce grillage dimensionnel du métropole Parasol, on arrive à avoir l'expression des potentiels numériques. Enfin, je prends beaucoup de temps, donc je vais donc, en fait, la question sur laquelle je vais terminer, qui me semble importante, c'est que, bon, ou en tout cas qui se pose, donc un projet qui arrive à maintenir ces potentiels numériques, qui arrivent à les exprimer, devient-il nécessairement un point remarquable? C'est toute là la question qu'on peut se poser. Par exemple, Orbitas Series de Biothèque d'Alessandre Pasek, donc c'est un processus de conception très riche, donc c'est une simulation de champ magnétique, donc le champ influe à la fois la particule, et la particule à son tour modifie le champ. Une sorte de réciprocité entre le tout et la partie, qui est très riche, et surtout on pourrait dire qui arrive à être maintenu dans l'objet. On arrive à comprendre, une fois qu'on voit le projet, ces différentes tensions qui s'opèrent dans le bâtiment. En fait, c'est plus ou moins un bâtiment, mais c'est une sorte d'installation. Donc on a une richesse au niveau du processus, mais en même temps, et même de l'expérience. Et en même temps, est-ce que cette architecture, on peut l'appeler de architecture réussie? Est-ce que finalement ça fonctionne? Comment on peut évaluer cette production? C'est la question qui se pose. On peut aussi le placer la poser avec Marc Fornès et de Very Many. Donc il y a tout un travail sur le monde, la réalité de la construction. Les éléments de conception sont
décider par rapport à des résistances aux matériaux, aux notions d'équilibre et d'assemblage des pièces. Et une fois qu'on peut dire que l'expérience technologique, ou en tout cas le processus est réussi, comment s'assurer ou comment évaluer ces productions. Donc je n'ai évidemment pas de réponse claire, mais il me semble possible de soulever deux voies. Donc la première, qui est, on peut dire, plus conservatrice, c'est-à-dire retrouver des normes esthétiques plus anciennes, même si là on peut dire ça fait débat, c'est pas si évident. Quelles sont les considérations actuelles pour juger un bâtiment? Et on pourrait dire, qui sous-entend, donc on sait qu'on n'est plus un bâtiment figé, donc une sorte de bâtiment milieu, les limites entre les deux sont plutôt floues. Donc comment les juger? Il y a une idée assez intéressante qui n'est pas développée à propos de ça, mais qui peut être déplacée, de Georges Canguilhem, dans le normal et le pathologique, où il définit ou décrit la pathologie comme vivre dans un monde rétréci. Donc on pourrait dire que, prendre le schéma inverse, l'architecture numérique, ou on pourrait dire toute architecture, devrait au minimum donc pas rétrécir, mais ouvrir des potentialités d'action, et surtout pas confiner à l'étroit. Donc ça, on pourrait dire que c'est une première piste, mais on pourrait se dire à quoi a servi ces 40 ans d'expérimentation. C'est pour nous dire que finalement on retrouve les mêmes éléments qu'on avait au départ. Donc une deuxième voie qui est peut-être à envisager, donc comment arriver à intégrer ces considérations technologiques, et pas seulement dans le sens de soliditas, mais tout ce qui a été démontré ce soir, comment arriver à l'intégrer pour transformer notre regard, notre façon de juger l'architecture. Donc comme je dis, j'ai pas de piste, mais si on se rapporte aux considérations initiales présentées aujourd'hui, donc il y a des transformations de différents milieux, le milieu de l'architecture se transforme, la ville se transforme également, et à chaque fois ces mutations sont locales, et surtout sont imprégnées, et il ne faut pas l'oublier, à la fois de potentialités numériques, et surtout de besoins ou de désirs humains. Donc c'est toujours cette relation qui doit être mise de l'avant, et je conclurai là-dessus. En fait, ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que on va insister sur le fait que les technologies ne déshumanisent pas à la fois l'architecture ou le monde dans lequel on vit, mais on peut dire peut-être pas au contraire, mais en tout cas permet de replacer au centre ou reconfigurer certaines questions qu'on peut se poser dans nos différents milieux humains, comme la question du désir et qu'est-ce qu'on veut. Donc voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai peut-être une pour commencer. Tu démontres assez bien, je trouve, la façon dont, surtout les débuts numériques, on voit le moment où on arrête de se figer sur l'objet, on commence à penser le processus. C'est une image en fait. On conçoit plus le processus et l'objet émerge éventuellement. En fait, tout ça va évoluer avec un peu ce jeu de Schumacher, c'est que des barrières, en fait, des associations et pas vraiment l'objet à la fin. On sent qu'il y a une tendance maintenant, la dernière année, on sent que la tendance s'inverse, où on a dans l'objet ontologie qui arrive et qui nous présente que l'objet et qui en fait reste très silencieux sur les processus, tout en étant en fait très numérique. Et on se rend compte que c'est un peu des jeunes concepteurs post-réguliers. J'aimerais t'entendre là-dessus, voir qu'est-ce que tu penses de ça, est-ce que tu ressens aussi ce retournement de situation, et qu'est-ce que tu penses que ça peut engendrer dans l'avenir de l'idée centrée? Bon, j'ai plusieurs questions. En fait, je pense que c'est
c'est assez évident que ce retournement se fasse, et c'est un peu ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est ça, on arrive à produire des processus très stimulants, et après, on arrive à la question au bout, qu'est-ce que l'objet va avoir l'air, est-ce qu'il va être lucide ou pas. Donc c'est vraiment une sorte de retour de balancier qui me semble que justement on se distinguer, se différencier, donc on fait même le chemin inverse. Mais moi je serais plutôt de la tendance à quand même à chercher à trouver des sortes de continuité et dire que finalement, même si les architectes s'opposent, mais en fait il y a une sorte de... On peut dire que c'est la même chose avec le folding en architecture, qui est une sorte de distanciation par rapport au déconstructivisme. Donc à chaque moment, on essaie de faire différent et on essaie de pallier les manques ou les questions qui ont été soulevées dans la génération précédente. Donc je pense, oui, il va y avoir un moment comme ça, justement. Puis après, comment on les insère, ces objets, dans le milieu, parce que c'est une vraie question. Donc on ne peut plus penser seulement l'objet, mais comment il influence les lieux dans lesquels ils sont insérés, comment on interagit avec ces objets. Donc ça soulève évidemment plein de questions. Et là, ce qui devient intéressant, il me semble, donc on est quand même encore au niveau du prototype, encore des éléments relativement, je sais pas si on peut dire, restreints au niveau de la taille. Et là, de plus en plus, on commence à voir émerger ce qu'on peut appeler de l'architecture. Là, on est plutôt au niveau de l'installation, mais on commence à voir vraiment l'architecture. Et là, les questions se posent, ou en tout cas, la sensibilité va être différente. On va pouvoir confronter plus directement les objets eux-mêmes que lorsqu'ils sont des installations. Je dirais ça comme ça. Est-ce qu'il y avait une question? Voilà. Pour mieux définir conceptuellement la différence entre tool user, vous avez dit tool user et tool maker. Est-ce que l'un ne serait pas n'appartient pas à les catégories de ce que certains historiens des sciences appellent les embodied techniques, et que l'autre pourrait appartenir par contre à ce qui a été aussi appelé comme des techniques herméneutiques, c'est-à-dire des hermeneutic techniques. Donc l'opposition ce serait entre embodied, ce qui passe par le corps, et herméneutique, ce qui serait autre chose. À vous de répondre. Oui. Je vous dirais oui. Est-ce que vous avez bien entendu ma question? J'ai bien compris votre question, surtout on me l'a posée en 2014. C'est la même. Ah mais non. Mais j'ai mes notes. Non, j'ai pas eu le temps d'aborder à la fois ce pan de cette philosophie des techniques plus récentes et anglo-saxonnes. Ce que j'ai compris, le commentaire de Xavier, c'est que finalement, il y a une correspondance entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'embodiment, dans l'incorporation, par les latins, l'incorporation considère aussi le dessin. Donc le dessin, en fait, est une technique incorporée. Et par opposition, l'utilisation d'algorithmes pourrait appartenir à un monde de l'herméneutique. C'est-à-dire qu'on découvre à travers les algorithmes une autre réalité. Je ne dis pas d'abord qu'elle soit l'une contre l'autre, ou qu'il fasse d'ailleurs éliminer le dessin pour une approche algorithmique de la conception. Mais effectivement, le dessin est, vous l'avez dit même aujourd'hui très bien, est physique et passe par le corps. C'est-à-dire l'œil, la main, le système nerveux, etc. Donc il y a effectivement un embodiment. Voilà, c'est une piste intéressante. Je voulais savoir si vous aviez
penser un peu plus là-dessus. Mais très bien, très belle présentation. J'ai pensé à Bertie. Très belle présentation, je vois. Il y a une chose qui me gêne quand même dans la dernière, c'est la tendance récente, appuyée par mon ami Arnaud Picou, c'est ce virage du numérique vers l'ornement. Je trouve ça, tout cet effort en 20-30 ans pour arriver à des moucharabiers. Voilà. Ça, c'est un peu une déception que j'ai. Oui, je suis d'accord. Dans les exemples que vous avez présentés, effectivement, je reprends surtout des ornements, des éléments, je dirais pratiquement pas programmés ou programmatiques, comme on l'exprime. Est-ce que vous auriez des exemples d'une architecture complexe en termes de programmation qui sont convaincants sur le résultat, c'est-à-dire finalement l'insertion et l'adaptation à un milieu précis, local, comme vous le présentez, c'est-à-dire cette manière d'être en osmose et avec ce particularisme-là, tel qu'on ne pourrait pas le déporter à droite ou à gauche. Ça, je pense que c'est effectivement l'exemple qu'il faut convaincre sur justement cette fameuse quarantaine ou cinquantaine d'années de recherche. Je ne dis pas que ça n'existe pas et que les choses existent sans doute, mais je veux dire, c'est vrai que l'aspect peut-être de la forme décorative, juste pas qu'à faire des démonstrations. Oui, ben, je suis assez d'accord avec vous. Mais parce que j'essayais de montrer, ou en tout cas ce qui m'intéressait, c'est cette fascination première par les techniques, où il y a une sorte de plongée, hein, et on essaie de faire voir où ces technologies vont nous amener. Et ça nous a amené dans des endroits assez étonnants. Mais effectivement, et c'est pour ça que cette idée de comment, on va dire que la fascination se diminue au fur et à mesure. Et je pense avec les années que, je pense que ça existe déjà. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur justement, on utilise le numérique pour travailler des programmes complexes, pour les gérer. Mais moi, je ne me suis pas intéressé là-dessus, mais effectivement. Et je pense qu'à un moment, ça va se combiner à la fois les éléments plus ornementaux vont combiner avec des éléments peut-être plus programmatiques, et c'est à ce moment-là que ça devient, on va dire, réellement intéressant. Je propose donc de terminer la soirée autour d'un petit verre de vin. Ou de Guinness pour la Saint-Patrick. Oui, Merci beaucoup.